Bonjour, merci d'être venu pour cette conférence. D'abord, je tiens à remercier Maxime et la librairie Enraciné pour son invitation. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, l'intervention va être un petit peu particulière puisqu'on va faire un petit peu de philosophie de l'histoire. Alors, qu'est-ce que l'histoire? L'histoire, c'est d'abord l'étude du passé des hommes depuis l'invention de l'écriture vers moins 3500 de notre ère. Mais, dans Lettres de la vallée, un recueil édité par la Nouvelle Librairie, Julien Freud écrit « Qu'est-ce que l'histoire? Elle est l'accumulation des techniques, c'est-à-dire elle est la relation de tous les faits et événements que les diverses activités humaines et au bout du compte l'humanité ont élaborés pour pouvoir disposer de la nature et vivre avec autrui. Et il n'est pas faux de dire, poursuit Julien Freud, que l'histoire est le récit des simulations et des dissimulations dont l'homme est capable, elle est la réalité inventée, celle que l'homme a imaginée et édifiée, et qu'il continue d'imaginer et d'édifier pour échapper à l'asservissement de la nature. En clair, de quoi s'agit-il? Pour l'histoire, c'est l'interaction entre l'homme et ses éléments. Et le sujet de cette intervention concerne les différentes interprétations de l'histoire. Peut-être vous avez dû peut-être voir sur Égalité et Réconciliation une intervention de Monsieur K, qui était invité par la section lilloise d'ER, bien avant le coup d'État sanitaire covidien, où il mentionnait la réédition aux éditions Contre-Culture de Révolte contre le monde moderne de Julius Evola. Et Monsieur K expliquait à un certain moment qu'il y avait une profonde différence entre ce qu'il pense et la vision du monde de Julius Evola. En effet, Evola, comme d'autres penseurs, je reviendrai dans quelques minutes, traite dans Révolte contre le monde moderne de ce qu'on appelait autrefois l'histoire universelle, qu'on peut appeler aussi la philosophie de l'histoire, c'est-à-dire une vision panoramique de différentes civilisations depuis le premier homme jusqu'à nos jours, pour faire simple. Monsieur K expliquait que lui, qui est chrétien, s'inscrit dans une vision assez connue de l'histoire, qui est une vision linéaire. C'est-à-dire, pour le chrétien, il y a eu l'antéhistoire, je dis bien l'antéhistoire et non pas la préhistoire, qui est l'histoire avant l'invention de l'écriture, d'où l'existence de la protohistoire, quand on ne trouve pas des sources écrites, mais on trouve quand même des sources archéologiques, puisqu'entre la préhistoire et l'histoire, il y a toujours ce phénomène intermédiaire qu'est la protohistoire. Eh bien, Monsieur K estime qu'il y a l'antéhistoire, c'est-à-dire le paradis originel, Adam et Ève, avant la découverte, avant que Adam et Ève croquent dans la pomme, d'où la chute, et c'est le début de l'histoire. Mais cette histoire qui se va d'un passé jusqu'à l'avenir s'arrêtera tôt ou tard avec la parousie, c'est-à-dire le retour du Christ, le jugement dernier, la fin des temps, et que le terme est bien précis, fin des temps, c'est la fin de l'histoire. Donc on sort de l'histoire. Cette interprétation linéaire de l'histoire est la plus courante, est la plus banale, puisque, je ne vais pas rentrer dans les détails, on la retrouve dans la pensée marxiste, avec comme moteur la lutte des classes. Il y a le monde pré-bourgeois, féodal, la lutte, l'avènement du bourgeois, ensuite l'avènement du prolétaire, la révolution prolétarienne, la lutte des classes l'emporte et c'est la fin de l'histoire. Bon. Encore une fois, on retrouve cette vision linéaire. Cette vision linéaire, on la retrouve dans les religions monothéistes, en particulier le judaïsme, le christianisme, l'islam. Il y a, à côté de cette interprétation linéaire de l'histoire, qui est la plus connue, la conception traditionnaliste, on pourrait même dire, qui est la conception cyclique de l'histoire, avec des cycles. Par exemple, c'est Hésiode, les travaux et les jours, où il raconte que l'humanité se partage entre l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'actuel âge qui est l'âge de fer. Cette vision cyclique par les cycles est reprise par les penseurs de la tradition, par Julius Evola. Mais
Quand on se penche sur la question, alors bien sûr, comme c'est une introduction générale, je vais pas rentrer dans les détails en cette fin d'après-midi, je vais être très généraliste, très simple aussi, puisque le sujet est assez complexe parfois. Quand on rentre dans l'analyse, on constate que dans l'hindouisme, il y a les cycles de Brahma. Et ces cycles, c'est, par exemple, Alain Danielou expliquait dans son livre sur le shivaïsme qu'il y a des différentes variantes. Chaque souffle a une certaine durée de vie. Mais le problème de la vision cyclique, c'est ce qu'on trouve aussi dans la pensée de Nietzsche, l'éternel retour. Nietzsche, un jour, se promène dans les Alpes suisses, vers l'Engadine, à Sils Maria, et il a cette idée de l'éternel retour, c'est-à-dire le cercle, et on revient à l'origine, d'où le terme révolution. Car je vous rappelle que la révolution, au sens premier du terme, c'est la planète qui part de son point de départ et qui finalement revient au point de départ. La Terre fait une révolution autour du Soleil en 365 jours et quelques minutes. C'est la vision de l'éternel retour. Et cette vision de l'éternel retour s'inscrit dans la vision cyclique des choses. Le problème, quand on est un militant, surtout quand on est traditionnaliste radical ou traditionnaliste intégral, on a tendance à dire, eh bien, puisque c'est l'histoire qui passe par des cycles successifs, eh bien, on attend, on est en plein âge de fer, l'âge du loup dans la mythologie scandinave et germanique, on attend, le monde va s'effondrer, et tôt ou tard, l'âge d'or reviendra. Donc, il y a une sorte, si vous préférez, il y a une sorte de fainéantisme, de paresse intellectuelle qui se trouve de manière sous-jacente dans la réflexion cyclique, même si c'est une réflexion traditionnelle, qu'on retrouve dans différents peuples d'Eurasie, mais pas seulement. Par exemple, il y avait dans les peuples précolombiens en Amérique, le fameux retour de Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Et quand les Européens, les conquistadors sont arrivés, les Aztèques ont cru que c'était Quetzalcoatl avec des conquistadors blonds. Certains étaient aussi roux. Ils avaient des fusils, donc des bâtons qui crachent de feu. Ils avaient les chevaux. Et puis, il y avait les caravelles, donc des immenses navires. Ils ont cru que c'était le retour des dieux. Donc, ils ont dit, on laisse ça tranquille. Alors, même si ensuite, il y a eu des révoltes, les Espagnols ont conquis l'empire aztèque grâce à une eschatologie qui est attendue par leurs futures victimes. D'où le problème de la pensée historique par cycle. Certains estiment qu'il faudrait accélérer le cycle. C'est ce qu'on appelle les accélérationnistes. C'est-à-dire, on déclenche la guerre civile, on fait des attentats, on massacre tout le monde, et ça va terminer par la guerre, par le retour à l'âge d'or. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est parfois un phénomène qui va renforcer ce qui est contre nous, c'est-à-dire le monde moderne. Il n'y a pas que, on a trop tendance à croire qu'il y a vision linéaire et vision cyclique. Même si la vision cyclique ensuite a été reprise par les historiens économistes. Je fais une petite parenthèse. Vous avez par exemple les fameux cycles de Kondratiev, c'est-à-dire des périodes d'essor économique qui suivent des périodes de récession économique, et il y a aussi les fameux cycles de Clément Juglar, qui sont des cycles, alors si vous préférez, pour faire encore simple, les cycles de Kondratiev, ce sont des cycles de macroéconomie, les cycles de Clément Juglar sont plutôt des cycles microéconomiques, puisque c'est sur des périodes de 10 en 10 années. Donc vous voyez que la pensée économiste, l'économie politique, au 19e, début du 20e siècle, s'inspire d'une vision cyclique. D'autres penseurs, moins connus, s'inspirent d'une vision de l'histoire par, je dirais, spiralaire. Par exemple, Jean Parvulesco, qui avait écrit en 1986, aux éditions Guitre et Daniel, La spirale prophétique. Mais quand on se penche bien sur l'analyse, on constate que cette vision spiralaire
c'est quoi? Il y a toujours, alors certes, les cycles, mais ces cycles vont vers une direction finale. Donc c'est une vision cyclique qui est quand même dans une ligne droite. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on peut croire de l'analyse de l'histoire. À côté de la vision sphérique, la vision en spirale, vous avez aussi une autre théorie qui est la théorie de la boucle. Alors, la théorie de la boucle, je ne fais lire qu'une analyse assez ancienne que j'avais trouvée dans la presse spécialisée. Les répétitions sont frappantes sans être des copies conformes. C'est pourquoi on peut imaginer que l'histoire a la forme d'une boucle. Elle est cyclique, mais son évolution est souvent ponctuée de retours en arrière. Exemple, le premier discours d'investiture de Barack Obama en janvier 2009 présentait sa victoire à la fois comme une avancée et un retour aux valeurs fondatrices des États-Unis, le sommet de la boucle en quelque sorte. La force de cette image réside dans le fait qu'elle s'inscrit des revers apparents dans la continuité de notre marche en avant. Mais là, vous le constatez encore, la théorie de la boucle, certes, il y a du cycle, ça s'inspire en partie de la vision, ce que je disais tout à l'heure, spiralaire, mais il y a toujours un début, un développement et une fin. Si on réduit la boucle et les différentes boucles, on peut les réduire, ça fait un axe directeur, c'est toujours la vision linéaire de l'histoire. Chez les marxistes, il y a une autre vision qui est une vision dialectique de l'histoire. Alors, au XIXe siècle, les récits historiques les plus ambitieux étaient ceux de Hegel et de Marx. Alors, je rappelle qu'Hegel n'était pas bien sûr marxiste, mais Marx a énormément inspiré la pensée hegelienne, qui voyait la structure de l'histoire comme une dialectique, c'est-à-dire des antagonismes réconciliés à un niveau supérieur lors de la période suivante. Par exemple, vous avez une thèse, la thèse produit une antithèse, et il y a ensuite une synthèse. Et cette synthèse produit elle-même une nouvelle thèse qui déclenche une antithèse qui forme une nouvelle synthèse. Mais la vision dialectique de l'histoire, là encore, on retrouve cette vision linéaire que je parlais il y a quelques minutes. Pour l'instant, on constate qu'il y a toujours le primat de la ligne droite. La ligne droite, commencement, déroulement et fin. Il y a une autre vision de l'histoire assez originale qui est la vision spirographique de l'histoire. Alors, si j'essayais de dessiner l'histoire, je ferais une boucle en spirale. Donc vous voyez ici, la vision spirographique de l'histoire, c'est l'addition des boucles et des spirales. En clair, tout a lieu sur un même plan, avec des croisements sans avancée particulière, en avant ou vers le haut, mais avec des ouvertures et développements vers l'extérieur, chaque nouvelle spirale étant plus complexe en raison de l'accumulation d'événements. C'est la forme que pourrait prendre l'histoire. Si je pensais que l'histoire avait une forme, je pourrais appeler cela la théorie du spirographe. Donc, des cycles qui forment des boucles, ça fait une sorte, un peu comme un fil de dentelle, nous sommes au puits, mais si vous ne dénouez pas le fil, ça devient une pelote. Donc, certains défenseurs de l'histoire spirographique ou de l'histoire en forme de spirographe sont en fait des personnes qui ont une vision en pelote de l'histoire. Donc, et on peut dire que c'est une vision un tout petit peu divergente de ce que je disais précédemment, l'histoire linéaire. Mais il y a quand même encore l'aspect linéaire quand on regarde bien. Il y a aussi une conception historique qu'on peut appeler le Big Bang temporel. Alors là, on frôle les logiques de la physique quantique et de la cosmogonie. Alors, dès qu'on laisse les physiciens et les cosmologistes s'en mêler, les choses deviennent souvent furieusement bizarres. Le physicien britannique Stephen Hawking, vous savez, celui qui était handicapé, par exemple, après le scientifique américain Richard Feynman, génie de la physique quantique, a ainsi conclu en s'appuyant sur la mécanique quantique de l'univers que l'univers a tous les histoires possibles. Donc là, on frôle les théories du multivers,
des mondes parallèles, mais aussi la théorie physique des cordes. Donc c'est un domaine extrêmement pointu. Je vais pas trop m'y avancer, j'y reviendrai tout à l'heure. Ces visions de l'histoire ont des concrétisations. Par exemple, je vais en mentionner deux, Oswald Spengler et Arnold Toynbee. Oswald Spengler, grand penseur de la révolution conservatrice allemande, a écrit 2 volumes d'un livre bien connu, Le déclin de l'Occident. Qu'est-ce que le déclin de l'Occident? C'est un essai sur la morphologie de l'histoire des civilisations. Spengler est assez déterministe. Il estime que toute civilisation, alors je vous rappelle qu'en allemand, il y a une différence de signification entre Kultur et Zivilisation. Kultur, j'y reviendrai dans quelques secondes, a un sens totalement différent de Zivilisation. À la différence du français, où en France, on a tendance un peu à confondre la culture et la civilisation. C'est un peu comme le citoyen, la citoyenneté et la nationalité. Je ne vais pas digresser, ça nous irait beaucoup trop loin. Spengler estime qu'il y a des civilisations, c'est comme pour les êtres humains. C'est une vision organiciste de l'histoire. Les civilisations sont des groupes humains qui naissent, qui grandissent, qui ont une période d'adolescence, qui à un certain moment arrivent à leur apogée, c'est-à-dire leur sommet de puissance. Et cette période de croissance, c'est ce qu'on appelle, pour Spengler, la Kultur. Donc la culture si vous préférez, c'est le côté positif de la civilisation. Ensuite, cette civilisation atteint son apogée, qui peut être plus ou moins long. L'apogée des Romains, c'est 5 siècles. L'apogée des États-Unis, c'est peut-être 1 siècle. On n'en sait rien. Et après cet apogée, tôt ou tard, il y a, comme un être humain, le déclin. Le déclin des civilisations, avec le vieillissement et un jour la disparition de ces civilisations. Et Spengler estime que cette période de déclin, c'est la Zivilisation. Donc, Spengler oppose Kultur, période où les peuples, les jeunes nations sont vivaces, sont dynamiques, et la civilisation, qui est une période de vieillissement de la pensée, des structures. Bien entendu, à partir de cette théorie, Spengler essaye de dresser une analyse historique d'histoire universelle sur la plupart des civilisations. Donc, d'où ces 2 ouvrages extrêmement pointus, très riches, avec quelques petites erreurs de traduction entre l'allemand et le français. Arnold Toynbee, lui aussi, reprend en partie la vision de Spengler, mais il rejette le déterminisme. Il estime très souvent que, je parle de Toynbee, que quand les civilisations disparaissent, elles ne sont pas tuées, elles se suicident. Pour faire une petite allusion à l'actualité politique récente, on pourrait dire que un certain candidat à l'élection présidentielle, ancien journaliste au Figaro, qui s'appelle Eric Z, serait beaucoup plus proche de Toynbee que de Spengler, puisqu'il a écrit le fameux Suicide français. Arnold Toynbee estime qu'il y a des civilisations qui se développent, et tant qu'elles ont un moteur interne de dynamique, elles continuent à étendre leur influence. Donc voilà ce qu'on pourrait appeler la vision morphologique structuraliste de l'histoire. Cette vision structuraliste morphologique de l'histoire casse la fameuse vision linéaire de l'histoire que je précisais en introduction tout à l'heure. Puisqu'ici, c'est plutôt une forme de triangle. Alors vous allez me dire, il y a toujours la fameuse 2 lignes droites, de la naissance jusqu'à l'apogée, première ligne droite, et de l'apogée jusqu'à la disparition, deuxième ligne droite. Mis à part qu'on peut estimer, alors là c'est assez controversé pour les spécialistes de Spengler, je vais me concentrer sur Spengler en particulier, certains estiment que les civilisations peuvent renaître. Donc on peut faire plusieurs séries de triangles. Mais là encore, plusieurs séries de triangles, c'est un peu pour les analyses de statistiques sur un plan orthonormé, on peut tracer une ligne droite.
Et là encore, on retrouve, à l'insu de son plein gré, pour reprendre une célèbre formule, la vision linéaire de l'histoire. Alors, cette philosophie de l'histoire, parce qu'on peut parler de philosophie de l'histoire, qu'on parle aussi de méta-histoire. Il y a la métapolitique, et il y a aussi la méta-histoire. Raymond Abellio parlait, lui, d'histoire invisible. Alors, histoire invisible, dans sa structure absolue, alors la structure absolue, c'est une sphère scénaire orientée selon plusieurs axes qui se croisent et autour duquel il intègre des données mathématiques, puisque Abellio, Georges Soulès de son véritable nom, était polytechnicien, donc brillant en mathématiques, utilise la guématrie, qui est la numérologie de la Bible, utilise les travaux des psychanalystes, utilise les travaux de géopoliticiens de l'époque pour faire une sorte de lecture structuraliste de l'histoire et de l'avenir. Et il parle de l'histoire invisible. L'histoire invisible, c'est pas seulement l'histoire cachée, l'histoire secrète, l'histoire des sociétés occultes, l'histoire quasiment du complotisme. Ils sont cachés, ils sont là-bas. Je vais pas mimer une célèbre femme politique d'il y a environ 5 ans, disait « ils sont partout, dans les campagnes, etc., etc. » Non. L'histoire invisible, pour Raymond Abellio, c'est tout simplement des grandes forces sous-jacentes, secrètes, qui parfois, je vais prendre une image du fleuve ou du torrent, sortent du souterrain pour jaillir et inonder un endroit. D'ailleurs, de manière assez intéressante, dans le 2e volume du livre de Patrick Buisson, qu'il a écrit il y a quelques années, 1940-1944, année érotique. 2 volumes d'une histoire des mentalités très intéressante. Et bien, dans sa conclusion, il explique que tout ce qu'il a étudié dans la période 1940-1944 va ressurgir 20 ans plus tard, en 1968. Puisque quand on lit bien cette duologie buissonienne, on voit très nettement que tout ce qui allait se développer en 1968 et après 1968 était déjà de manière sous-jacente dans les années 40 à 1945. Et ces éléments de mentalité, de liberté sexuelle, on les retrouve aussi dans l'Allemagne vaincue des années 1920 jusqu'au début des années 1930, puisqu'à partir de 1933, la situation change un petit peu, comme vous le savez très certainement. Ce n'est pas anodin. L'historiographie montre qu'il y a différentes écoles historiques qui essayent d'analyser les mentalités, car les mentalités agissent sur l'histoire. C'est par exemple l'école des annales, bien connue, qui a été pendant très longtemps dominante dans l'historiographie française. L'école des annales qui avait la fâcheuse habitude d'écarter ce qu'on appelait l'histoire bataille, c'est-à-dire des dates avec des grands événements. En fait, maintenant, on est un petit peu hors champ de ce conflit entre histoire-bataille, histoire des annales. Les deux ont raison. Il faut simplement multiplier les facettes, les éclairages pour intégrer l'approche de l'histoire des annales, c'est-à-dire une histoire beaucoup plus économique, beaucoup plus sociale, mais aussi on peut aller jusqu'à l'histoire des mentalités. Et puis les événements politiques, les événements militaires. L'histoire des mentalités, c'est apparu à partir des années 1970. Vous avez un grand historien français, Alain Corbin, qui a écrit des histoires sur des faits très particuliers. Histoire du bruit. Très important, le bruit, dans l'Europe jusqu'à l'époque industrielle, avec la cloche. L'histoire, vous voyez, des choses intimes. Et ça, par exemple, la représentation du corps, selon que ce soit le 16e, 17e, 18e, 19e, 20e siècle, la représentation du corps en Europe est totalement différente. Donc, c'est une interprétation de l'histoire
qui est très intéressante. On n'est plus dans la philosophie de l'histoire, qui est une sorte d'analyse philosophique de ce qu'on voit, de ce qu'on a pu connaître ou ce qu'on est en train de connaître. On rentre dans la vie particulière. En clair, dans l'analyse historique, il y a, je vais prendre une image géographique, deux échelles. Une grande échelle qui est le particulier, le détail, car je vous rappelle qu'une carte du monde n'est pas à grande échelle, une carte du monde est à petite échelle. La grande échelle, c'est la carte d'état-major, c'est la carte où on voit les détails du terrain. Là, et la philosophie d'histoire, c'est une vision historique à petite échelle, c'est-à-dire on englobe le panorama, ce que je disais tout à l'heure. Mais là encore, quand on s'intéresse à ces éléments, on voit toujours la trame principale, c'est cette histoire linéaire. Cette histoire linéaire qui est forte du fait du monothéisme. C'est la raison pour laquelle, de mon point de vue, de polythéiste européen du XXIe siècle, il faut soutenir la vision de Giorgio Loki, qui est la vision sphérique de l'histoire. Giorgio Loki, décédé en 1992, est quelqu'un de peu connu en France. Pourtant, c'est un des maîtres fondateurs de ce qui sera un jour la nouvelle droite, française, puis ensuite européenne. Marié à une Allemande, correspondant de presse des journaux italiens en France et en Allemagne, parlant aussi bien l'italien que le français que l'allemand, Giorgio Loki est très connu en Italie, où il y a de très nombreux ouvrages sur lui, qui sont bien sûr jamais traduits en français, mais aussi en espagnol, où, par exemple, l'un de mes éditeurs espagnols, les Ediciones Fides, ont édité, il y a quelque temps de cela, un recueil de textes relativement inédits en français de Giorgio Loki. Giorgio Loki avait écrit dans un des tout premiers numéros de Nouvelle École, au début des années 1970, un célèbre texte de musicologie, Nietzsche, Wagner et le surhumanisme. Mais il va plus loin que la simple étude musicologique. Il développe une conception philosophique de l'histoire. Cette conception philosophique de l'histoire est reprise par Alain de Benoît dans son célèbre livre « Les idées à l'endroit », puisqu'il n'a fait que reprendre ce que disait Giorgio Loki. Quelle est cette conception sphérique de l'histoire ? Pour Giorgio Loki, le présent, le passé et l'avenir sont trois dimensions temporelles qui coexistent dans une seule dimension spatiale. Et ces trois dimensions temporelles forment une sphère. C'est-à-dire, ce n'est pas la simple spirale, ce n'est pas non plus la ligne droite qui a été tordue pour former un cercle, c'est une sphère, c'est-à-dire les trois dimensions. Et cette sphère bouge en fonction de la volonté des peuples ou des personnages exceptionnels. C'est-à-dire, on casse ici la logique de la ligne droite, puisque la sphère peut aller aussi bien d'un point à un autre. Ça peut être un phénomène de rétroaction. D'où la notion d'entéléchie chère à Aristote. Qu'est-ce que l'entéléchie ? C'est l'action dont l'origine ne se produit pas dans le passé, mais vient de l'avenir. Donc ça bouleverse l'état d'esprit scientifique, rationaliste, moderne. En clair, pour donner une illustration, au moment où je parle ici, dans la librairie Art Enraciné au Puy-en-Velay, ce 26 février 2022, eh bien on peut très bien, au même endroit, simultanément, au moment où je suis en train de parler, un homme préhistorique se trouve là,
au même moment, mais dans une autre dimension temporelle, mais aussi quelqu'un qui, dans 70 ans, parlera de la conférence de Felten-Tracol sur les différentes interprétations de l'histoire. Ou même, dans 2000 ans, peut-être ici, ça sera un lieu pour aller sur une autre planète. Donc vous voyez, ça, c'est quelque chose de difficilement imaginable. George Loki a eu un rôle très important et très formateur sur Guillaume Faye. Si on lit l'archéofuturisme 2.0, qui est son recueil de romans, il y a des clins d'œil à la pensée de George Loki. C'est parce que Guillaume Faye considérait Loki comme l'un de ses maîtres à penser. Alors, je conçois aisément que la vision sphérique de l'histoire est assez difficile à comprendre. Mais pourtant, c'est une analyse qui s'inscrit dans les dernières découvertes de la physique quantique et de la physique spatiale, si je puis, ou de l'astrophysique. Puisque cette sphère, quand on la comprend bien, peut expliquer d'un point de vue purement intellectuel, spéculatif. Je le reconnais volontiers. Je ne peux pas vous apporter ici, maintenant, des preuves. Ça ouvre sur ce que je disais tout à l'heure, la vision des mondes parallèles. Par exemple, je prends ce tournevis. Dans un monde ici, je parle du tournevis et je le repose. Dans un autre monde, je fais tomber le tournevis. Donc vous voyez, à chaque moment, à chaque instant, on peut créer des mondes parallèles. C'est ce qu'on appelle la théorie du multivers, théorie qu'on retrouve parfois de manière beaucoup plus populaire dans les séries, dans les bandes dessinées de Marvel et de DC Comics. Mais ce n'est pas anodin. Il faudrait peut-être un jour faire une intervention sur le rôle déformateur de l'esprit des bandes dessinées venues des États-Unis. Je ferme la parenthèse, c'est une nouvelle digression. Je vais essayer de ne pas faire trop de digressions dans le cadre de cette intervention. Les mondes parallèles, on ne peut pas les prouver, mais il y a des théories cosmographiques. Par exemple, certains astrophysiciens s'opposent à la théorie du Big Bang, la grande explosion initiale. Ils disent au contraire que l'univers a toujours été créé. Jean-François Gaultier, décédé il y a quelques années de cela, avait écrit un petit livre, L'univers existe-t-il? Et pour lui, l'univers n'existe pas, parce qu'il n'y a pas d'univers. Il y a en fait plusieurs univers, et ces univers peuvent créer d'autres univers. Il y a un phénomène d'enchâssement d'univers. Mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller dans ce qu'on appelle les univers uchroniques. L'Uchronie. Alors, l'Uchronie, de quoi s'agit-il? C'est un terme qui s'inspire d'utopie. Vous savez que utopos, ça veut dire le bon lieu en grec. L'Uchronie, chronos, le temps, le U, c'est l'autre temps. Alors, l'Uchronie, pendant très longtemps, était un des styles préférés de la science-fiction. En clair, c'est « et si ». Et si Napoléon Ier avait gagné la bataille de Waterloo? Et si Henri IV n'avait pas été assassiné par Ravaillac? Et si la femme d'Emmanuel est un garçon? Mais là, je crains que c'est pas vraiment une uchronie. Bon, je ferme la parenthèse. Et si? Alors, cette uchronie, c'est plus de la science-fiction. Car ce qu'on appelle en anglais l'histoire contrefactuelle est utilisée par des universitaires les plus sérieux. Par exemple, ils mélangent la cliométrie, c'est-à-dire l'étude de l'histoire d'après des données mathématiques, selon des formes d'équations, cela existe. Et d'ailleurs, on le retrouve dans la littérature de science-fiction, dans la fameuse série Fondation d'Isaac Asimov, puisque le Harry Seldon est le fondateur de ce qu'on appelle la psychohistoire, où il calcule l'histoire
de l'humanité de l'Empire galactique à partir de calculs mathématiques. Je vous renvoie au premier tome de Fondation, avec la fameuse notion de psychohistoire. L'Uchronie, c'est « et si ». Donc, l'histoire contrefactuelle, on utilise la mise en équation de l'histoire pour voir « et si telle chose s'était produite, qu'est-ce qui serait passé ?» Alors aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec les logiciels, on peut réaliser des programmes uchroniques extrêmement performants au niveau universitaire. Et ce n'est plus du domaine de la science-fiction. Par exemple, je crois que Netflix a sorti la 2e saison du Seigneur du Haut Château, le Maître du Haut Château, grand roman uchronique de Philippe K. Dick, qui raconte l'histoire d'une Allemagne sous occupation allemande et japonaise. Et dans cette histoire-là, vous avez un auteur qui écrit un roman de science-fiction, Le poids de la sauterelle, référence à l'Ecclésiaste dans la Bible, où il raconte que la Seconde Guerre mondiale a été remportée par les Alliés, non pas en 1945, mais en 1947. Donc une uchronie dans l'Uchronie. Et ce phénomène uchronique n'est plus dans le domaine littéraire. Il est utilisé par les universitaires. Et même des scientifiques, astrophysiciens, cosmologues, cosmographes, utilisent ces travaux pour essayer de relier les thèses de théorie de physique quantique avec la théorie des cordes et d'autres domaines extrêmement compliqués. Comme quoi, on voit que l'interprétation de l'histoire, les différentes interprétations de l'histoire sont souvent complexes, intéressantes et montrent que l'histoire est une donnée propre à l'homme européen. Alors, non pas, je ne vais pas dire que les Japonais et les Chinois n'ont pas d'histoire, ils ont leur conception de l'histoire basée sur des cycles, sur une vision traditionnelle. Nous, Européens, pour reprendre une terminologie spenglérienne, nous sommes des faustiens, qu'on le veuille ou non. Nous sommes des faustiens, c'est-à-dire chercher la connaissance avec le sentiment du tragique. Nous ne sommes pas des prométhéens, ce sont les progressistes, ceux qui défendent les Lumières qui sont prométhéens, c'est-à-dire ils volent le feu sacré des dieux pour le porter aux hommes. Nous sommes des faustiens parce que nous sommes prêts, s'il le faut, à vendre notre âme, non pas au diable, mais à la technique. Et la technique est le propre de l'homme. Je vous renvoie à un autre livre de Spengler, où il montre, c'est l'homme et la technique précisément, où il montre que c'est à partir de l'homo habilis, de l'homo faber, l'homme prend quelque chose dans sa main et il commence à construire des choses, des faits. Et ça, cet élément est très important dans l'esprit européen. Voilà pourquoi dans Nouveau discours à la nation européenne, Guillaume Faye précisait, on était à l'époque 1983-1984, pendant la guerre froide, il disait, je cite de mémoire bien sûr, que les États-Unis, l'Occident, alors bien sûr c'était le Guillaume Faye d'avant l'archéofuturisme, les États-Unis c'est le puritain et l'ingénieur, les soviétiques c'est le commissaire politique et l'ingénieur, mais l'européen au sens où il entendait, c'est l'ingénieur et l'historien. Très important d'associer l'historien et l'ingénieur. Faire en sorte que l'historien puisse avoir un regard sur la technique. Et qu'est-ce que la technique ? C'est une manière d'interpréter l'histoire. Pour conclure cette intervention, et en espérant que vous allez me poser des questions, que penser des différentes interprétations de l'histoire ? Vous avez bien compris, on oublie la vision linéaire de l'histoire. Ce n'est pas la nôtre. Et il faut aussi oublier la vision cyclique de l'histoire. Parce qu'elle peut être démobilisatrice. Elle peut nous inciter à ne rien faire. À quoi bon se lever le matin si on connaît la fin du monde et pour bientôt ? Mais il n'y a pas fin du monde. Il y a peut-être la fin d'un monde, il y a peut-être la fin d'une civilisation, mais le monde ne va pas
disparaître. Même si un jour une météorite arrive, il y aura toujours une Terre. Alors peut-être dans quelques milliards d'années, quand le Soleil sera devenu une supergéante, peut-être elle aura englobé la Terre, la Lune et les premières planètes qui sont autour d'elle, d'accord, mais ça c'est autre chose, c'est à une autre échelle, c'est supra-humain. Vous avez bien compris qu'il est important d'adopter la conception sphérique de l'histoire. Et il serait bien que nous puissions redécouvrir l'ensemble des écrits de Giorgio Loki. Giorgio Loki, comme l'avait très bien vu Guillaume Fay, dès les années 1970, et surtout à la fin des années 1970, début des années 1980, avait eu une vision extraordinaire. La vision sphérique, c'est notre vision, celle qui peut expliquer non pas les événements actuels qui ont lieu dans le monde, mais qui peut expliquer le sens de notre combat et de quoi nous sommes. Vous savez, cette fameuse peinture de Gauguin, qui sommes-nous et où allons-nous et d'où venons-nous? Nous savons d'où nous venons. Nous venons de l'hyperborée traditionnelle, de la terre des Boréens. Où allons-nous? Alors, peut-être vers la grande catastrophe, peut-être vers l'immense bonheur, mais en tout cas, nous allons vers ce que là, nous, peuple en tant qu'entité collective, nous devrons réaliser. Alors je suis d'accord, la situation est loin d'être parfaite, mais ce n'est pas grave. Nous sommes dans la période du Kali Yuga. Il est temps que les combattants sortent les épées, et ces épées ne sont pas seulement des épées d'acier, de fer, ce sont les épées de l'esprit, les parapets de l'esprit européen qui nous anime. Je vous remercie de votre attention. Donc j'ai fait assez court pour pouvoir les questions. Il n'y a pas du tout de texte en français. Alors les livres de Giorgio Loki, on peut les trouver simplement dans les articles de Nouvelle École. Et il n'y a pas de livre qui, a priori à ma connaissance, pour l'instant, qui est sorti de lui en français. Des articles très anciens. Le Wagner, Nietzsche et le surhumanisme, c'est Nouvelle École, un des tout premiers numéros de Nouvelle École, donc je crois que c'est 74, 75, quelque chose comme ça. Là, je parle de mémoire. Peut-être qu'il y aura un jour... Alors, en revanche, en Italie et en Espagne, surtout en Espagne, cet été, je discutais avec Pierluigi Loki, son fils, qui s'occupe de l'Iliade, qui est un des formateurs à l'Iliade. Mais je n'étais pas à l'Iliade, c'était ailleurs. C'était dans le cadre des Lansquenets d'Europe de Gabriele Adinolfi. Et il m'a expliqué qu'en Italie, alors bien sûr, Giorgio Loki, on interroge un Italien dans la rue, il va dire qui est-ce, bien entendu. Mais il y a quand même, il m'expliquait qu'il y avait au moins, en 2021, 3 livres biographiques qui étaient sortis sur Giorgio Loki, qui est un des personnages les plus intéressants pour sa culture, sa vision du monde. Mais malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas, à ma connaissance, de livre spécialement de lui. Il a écrit beaucoup d'articles, comme il était journaliste. En fait, Guillaume Fay sont assez fidèles. Tout dépend chez Guillaume. À l'époque gréciste, puisque Guillaume a eu 3 grandes périodes, la période gréciste jusqu'en 86-87, la période Skyman, de 87 jusqu'à 97-98, et ensuite sa dernière période archéofuturiste, quoique on pourrait la diviser encore entre 2 périodes, la période proprement archéofuturiste, ensuite la période où il était radicalisé en tant que suprémaciste blanc. Le jeune Guillaume Fay, dans les années 80, quand on lit ses ouvrages, quand on lit en particulier une brochure peu connue, qui est une de ses dernières brochures avant son départ de la Nouvelle Droite, qui s'appelle Europe et modernité, où il s'inspire déjà du paléolithique, et il pense à la fois paléolithique et homme dans l'espace. Donc les deux, et ça c'est typiquement Giorgio Lokien, si je puis exprimer ce terme. Plus tard, dans l'archéofuturisme, si vous en souvenez, il fait quelques références à Loki, mais il n'emploie pas
l'interprétation sphérique de l'histoire, et puis ensuite il a totalement oublié. Giorgio Locchi est le grand oublié, l'un des grands oubliés de la AND. Alors j'ai vu que je crois que c'était les éditions du Verbe Haut qui ont édité un livre sur Raymond Ruyet, qui était un autre grand maître à penser de Guillaume Faye. Bon, l'équivalent sur Giorgio Locchi en français n'existe pas pour l'heure. Et j'ai posé la question à son fils. Pour l'instant, son fils, comme tout le monde, est obligé de travailler. Il a de très nombreuses activités et c'est comme tout le monde, 24 heures dans une journée. C'est très complexe. Et y a-t-il d'autres questions? Alors non, pas du tout. Je reviens sur la vision sphérique de l'histoire. C'est d'abord, nous, actuellement, nous parlons dans une pièce où il y a les 3 dimensions physiques. La hauteur, la longueur, la largeur. Ce qu'on appelle les 3 dimensions physiques, les 3 dimensions spatiales. Giorgio Locchi bouleverse cette vision. Et il dit, et nous sommes, ce qu'on appelle souvent dans la quatrième dimension, c'est le temps. Giorgio Locchi renverse cette perspective. Il estime qu'il y a 3 dimensions temporelles, passé, présent, avenir, dans une seule dimension spatiale. Par exemple, cette pièce ici. Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure que dans cette pièce, je suis en train de parler, je réponds à votre question, mais aussi, il y a quelqu'un qui peut-être à l'époque, au Moyen-Âge, ces bâtiments étaient déjà construits, est en train de travailler ou peut-être en train de dormir, et quelqu'un qui, dans 200, 300 ans, sera ici peut-être en train de, je ne sais pas, d'écrire avec sa pensée quelque chose en l'an 3000. Elles sont interdépendantes. Elles sont interdépendantes. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, un événement qui a lieu dans le futur peut avoir des répercussions dans le présent et dans le passé. C'est ce qu'on appelle en écologie le terme anglais de feedback, qu'on appelle aussi le phénomène de rétroaction. Alors, en écologie, dans la pensée de l'écologie, les écologues, c'est-à-dire la science de l'écologie, il y a énormément de rétroactions. Mais ces rétroactions sont d'ordre naturel, physiologique, elles sont pas dans l'ordre temporel. Parce que, bien entendu, là, on peut pas le prouver, c'est impossible pour l'instant. Si on construit une machine à remonter le temps, est-ce qu'on pourrait le prouver? Je n'en sais strictement rien. Et en plus, imaginons, on va faire de la spéculation à 100%. Imaginons que Maxime fabrique une machine à remonter le temps. Là, d'ailleurs, Barjavel en a parlé avec le voyageur dans le temps. On remonte le passé. Notre présence va, et c'est souvent dans les films de science-fiction notre présence va déclencher automatiquement des paradoxes temporels et des changements. Là encore, culture des États-Unis, la trilogie avec et là Retour vers le futur, où on a dans le premier épisode Marty McFly qui retourne dans le passé par le fait qu'il intervienne sur ses parents qui sont jeunes. On voit au début du film le père George McFly, c'est un gars un peu falot il a pas bien réussi dans sa vie. Et grâce à l'intervention de son fils, puisqu'il ne sait pas que c'est son fils, il est capable de mettre la châtaigne à Biff. Et là, il prend de l'assurance. Résultat, quand Marty revient à son époque, il est toujours au même endroit, mais la maison a totalement changé. Elle est plus dégueulasse du tout. Elle est jolie. Son frère, sa sœur sont très bien habillés. Ils sont avocats. Et ses parents viennent du golf. Et ils ont un niveau de vie très élevé. Donc là, le voyage dans le temps peut faire partie de cette conception sphérique de l'histoire. Et d'ailleurs, le voyage dans le temps peut induire aussi l'Uchronie. Parce qu'on a oublié que Philippe K. Dick s'inspirait d'un auteur de science-fiction dont je me souviens plus le titre, qui raconte une histoire, une Uchronie. Les sudistes ont gagné la guerre de sécession et quelqu'un qui vit à New York, donc les États-Unis du Nord, trouve une machine à remonter le temps. Il se retrouve pendant la bataille de Gettysburg et c'est lui qui fait changer le balancier et qui refait
et qui permet aux nordistes de gagner la bataille de Gettysburg contre les sudistes. Bon. Alors certains vont dire ça c'est vraiment de la spéculation, une forme d'onalisme philosophique. À quoi ça sert? Mais c'est très intéressant de se pencher sur les différentes interprétations de l'histoire. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'interprétation dialectique de l'histoire, j'ai parlé de l'interprétation linéaire de l'histoire. Il est clair que notre vision du monde doit s'inspirer à la fois de Giorgio Loki, mais aussi de Stuart Spengler. Spengler, dont on a célébré l'année dernière les 100 ans de la sortie, les 101 ans ou les 100 ans de la sortie du premier volume du Déclin de l'Occident, est une pensée extrêmement riche. Et ce n'est pas anodin s'il y a un Belge de la communauté germanophone, David Engels, historien spécialiste de l'Antiquité, qui avait écrit il y a environ une dizaine d'années une vision à la fois de notre civilisation où il s'inspirait de la fin de la République romaine. Et quand on écoute David Engels, on voit qu'il a... D'ailleurs, David Engels est, je crois, responsable ou président de la société Oswald Spengler. C'est très clair. Donc il essaye d'adapter la vision spenglerienne à ce qu'il connaît, qui est la trame de la fin de la République romaine au 1er siècle avant notre ère, ou avant Jésus-Christ, pour expliquer ce que nous connaissons actuellement. Et ça, c'est un travail extrêmement intéressant. D'où souvent les interventions fort pertinentes de David Engels. Bon, je conçois aisément que la conception sphérique de l'histoire, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est parfois pour certains extrêmement oiseux. Mais je pense que ça changeait un petit peu de ce que vous pouvez entendre d'habitude. Evola, c'est très bien, mais Evola au Tibet, Evola sur la Lune, ou bien René Guénon face aux Atlantes. Bon, merci. C'est intéressant dans la mesure où ça... moi, je trouve, rapidement, mais je trouve que cette vision sphérique de l'histoire, de coexistence des temps, est intéressante dans la mesure où, effectivement, ça nous ouvre les possibilités d'action, qui, si on adopte plutôt une représentation cyclique, nous condamne une certaine passivité. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance à osciller entre les deux pôles, oui. Entre le à quoi bon et puis le rôle un peu d'éveilleur. Et c'est difficile par le temps qui court de pas dire voilà, laissons faire les choses, elles vont aller au bout, ça va être le grand nettoyage. Oui, d'autant que le problème c'est qu'on ne connaît pas l'avenir. Oui. On connaît l'histoire que les prédécesseurs ont faite, mais on ne connaît pas ce qui se passera aujourd'hui, demain, après-demain. Au moment où je parle, est-ce que... Pardon ? On a l'impression de savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'on le sait on n'a que des bribes. Tout dépend. Alors là, on va pas rentrer dans le problème de l'historiographie, les sources. On a une sorte déjà de... disons, un élan qui nous explique que, par exemple, des choses, des faits concrets, une bombe atomique qui tombe sur Hiroshima, ça... Ensuite, la question, est-ce que les Atlantes ont existé ou pas? Alors là, ça en rentre dans des considérations beaucoup plus complexes. Il est vrai que l'histoire, comme toute science d'ailleurs, en mathématiques ou même dans les sciences physiques, il y a toujours l'incertitude, l'imprévu, l'incertitude. Et le fait de la conception sphérique de l'histoire, l'avantage d'utiliser cette conception sphérique de l'histoire, c'est d'intégrer l'inattendu, l'incertitude, l'imprévu. Dominique Vénère a écrit un texte, un ouvrage sur l'imprévu dans l'histoire. Et d'ailleurs, Vénère, dans son livre Histoire et tradition des Européens, vers la fin, insiste sur l'usage de l'Uchronie. Ça m'avait ravi pendant très longtemps, parce que ça fait très longtemps que je défends l'Uchronie, on me disait, oui, t'es comme d'habitude, un petit peu rêveur, tu regardes trop, tu lis un petit peu trop la science-fiction, et là, le jour quand Vénère je crois que c'était en 2001 ou 2002, a sorti son livre, j'ai pu montrer à certains amis, fort charitablement, voilà ce que dit Vénère. Bon, y a-t-il d'autres questions? La complexité, moi je trouvais que c'était assez clair. Il y a un modèle qui est à présenter, que j'ai pas trop compris, qui n'était pas sphérique,
qui était entre l'interaction entre les boucles. Ah, la conception spirale, la conception spirographique. Voilà. Celle-là, j'ai du mal à me la représenter. Alors, il est vrai que la conception spirographique, c'est pas très très connu, c'est surtout des philosophes. C'est sur un même plan, avec des croisements sans avancée particulière. Donc, on essaye de faire donc une spirale, donc une forme de cercle, mais cette cercle est une sorte, elle bouge dans un espace. C'est-à-dire, je vais prendre ça, donc c'est le cercle. On est dans un espace ici, et elle peut aller à droite, elle peut aller à gauche, elle peut monter, elle peut descendre. Donc déjà, c'est une approche de la vision sphérique, mais il n'y a pas encore le cadre, le volume. Alors l'auteur, c'est un philosophe qui vient des États-Unis, mais je pense que lui, il n'a pas compris, il n'a pas jamais lu Giorgio Lucchi. Donc la spirographie, si vous voulez, c'est une sorte de prémisse ou d'annoncé de la vision sphérique de l'histoire. Et qu'est-ce qui fait dans ce cas-là le déplacement du cercle? Eh bien, les peuples, les individus, les grandes volontés. Le rôle de l'homme, je vais dire, de l'homme providentiel. Ce que Carlyle appelait les héros. Qui a du mal à venir là, parce que... Alors oui, d'accord, là, mais qu'est-ce qu'on appelle homme providentiel? L'homme providentiel, il est homme providentiel après les événements. Là encore, le regard toujours dans le passé. Alors, si on y va, on va tout de suite, on prend la voiture, on va à l'Élysée, on va essayer de jouer aux hommes providentiels, ça risque d'être difficile pour nous. Mais rien ne nous interdit que ça peut réussir. Mais il faut qu'il y ait des conditions très particulières. Et c'est l'histoire ensuite qui va dire que c'est l'homme providentiel. Auguste, quand il devient le princeps d'une république romaine qui est enfin apaisée, personne ne sait que c'est lui qui est l'homme providentiel. Là, c'est toujours le regard après coup. Et donc, l'interprétation de l'histoire, on essaye de sortir de l'histoire pour regarder ce qui s'est passé. D'ailleurs, j'ai été un petit peu vite parce que j'étais limité par le temps, mais je peux mentionner Francis Fukuyama. Quand Francis Fukuyama a écrit son fameux livre, donc d'abord son article en 1989 sur la fin de l'histoire, il a sorti ensuite son livre en 1992, La fin de l'histoire, et Le dernier homme. Donc il s'inspire d'Alexandre Kojève, qui était une sorte de penseur néo-hégélien, qui était aussi... d'abord Kojève, c'était surtout un hégélien, et ensuite il explique Le dernier homme, c'est une référence à Nietzsche. Mais le dernier homme, il faut bien savoir que c'est celui qui vit avec la plus longue mémoire. C'est-à-dire, comme il connaît tout de l'histoire, il préfère rester dans sa chaise et il préfère observer. Donc je sais que pendant très longtemps, dans de nombreuses revues de la mouvance, on parle l'homme a la plus longue mémoire. Mais on a oublié, là encore, que l'homme à la plus longue mémoire, c'est souvent le dernier homme. Et le dernier homme qui ne veut pas agir parce qu'il sait exactement, il a une vision panoptique du monde, il sait que si je fais ça, hop, ça va bouger tout de suite et ça risque d'avoir une répercussion sur moi. Donc l'idéal, c'est de ne pas bouger. Peut-être. Mais là... Fukuyama pensait qu'avec la fin du mur de Berlin, la fin du bloc soviétique, on allait tendre vers la fin de l'histoire, c'est-à-dire cette fameuse sortie de l'histoire, une forme de grande Suisse à l'échelle du monde. Le problème, l'être humain, l'homme, comme je le dis dans Méridien Zéro, qui a été mis en ligne hier pour le social, l'homme, et c'est Aristote qui le disait bien avant moi avec beaucoup plus de talent que moi, est un être communautaire, politique, social. Et donc, il fait l'histoire. Puisqu'on fait l'histoire à chaque moment. On parle de notre histoire, nous, et puis il y a l'histoire avec le grand H, qui est l'histoire des peuples, des événements qui ont lieu sur les quatre coins du monde. C'est très présent, je trouve, dans la mentalité américaine, ce rejet de l'histoire. C'est plus compliqué que cela. C'est plus compliqué. Le rejet de l'histoire, c'est
c'est un petit peu difficile. Il pense que les États-Unis devraient être le monde, comme d'ailleurs les Soviétiques. Union des républiques socialistes soviétiques, il n'y a pas le mot Russie dedans. Il y a pas, parce qu'ils avaient une intention d'étendre par la révolution au monde entier et qui aurait dû aboutir. D'ailleurs, j'en parle dans l'Europe, pas le monde. C'est un des textes qui se trouve qui était une conférence que j'avais prononcée il y a quelques années à Academia Christiana, où j'expliquais que les premiers soviétiques, les premiers dirigeants soviétiques avaient l'intention de faire l'URSS en URSSM, Union des républiques socialistes soviétiques du monde. Donc une vision mondialiste. Mais toujours sortir de l'histoire. Toujours. Il est vrai qu'il y a, je dirais plutôt le monothéisme, parce que c'est aussi une forme qu'on peut retrouver dans d'autres religions monothéistes, bien plus ou moins clairement, plus ou moins. Par exemple, Henri Corbin, qui a écrit une somme en 4 volumes sur l'islam chiite iranien, parle de métahistoire. Il considère que la spiritualité peut influencer l'histoire. Ce qui a été vrai, Khomeini, il a fait la révolution et il a créé la République islamique d'Iran. Il a renversé un régime pluriséculaire. D'ailleurs, chose intéressante, je rappelle qu'Henri Corbin a été aussi le traducteur d'Heidegger. Bon, mais Heidegger ne parle pas trop d'histoire, c'est un petit peu, dans Être et Temps, c'est un petit peu particulier, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ça nous ferait aller beaucoup trop loin. J'ai essayé d'être le plus simple possible parce qu'en fait le sujet est très compliqué et j'ai voulu... donc peut-être c'est un petit peu décousu, mais... C'était clair. Ouais, la matière est complexe. La matière est extrêmement complexe. Bon. Mais on voit bien, pour appréhender simplement, on voit bien que par exemple, notamment de la réécriture actuelle de l'histoire par les woke, on voit bien qu'ils essaient de transformer à la fois le passé et l'avenir. Orwell, elle avait déjà écrit « Qui contrôle le présent peut contrôler le passé, et qui contrôle le passé peut contrôler l'avenir », bien entendu. Ça... Exactement. C'est un contre-exemple, mais assez lumineux. Baudrillard aussi, toute l'école situationniste de Debord avait une vision très intéressante. Baudrillard avait écrit, je crois que c'était juste pendant ou après la guerre du Golfe en 91, il avait écrit « La guerre du Golfe n'a pas eu lieu ». C'était un peu osé, mais Baudrillard avait ses restes de situationniste. J'ai pu voir une chose très intéressante dans une première émission de MZ sur le 11 septembre, il y a un intervenant, je me souviens plus qui, parlait que y a-t-il eu vraiment le 11 septembre? Et à un moment, il parle d'éléments holographiques. C'est une des hypothèses. Or, fort incidemment, je crois que c'était il y a 15 jours de cela, j'ai regardé la télévision, je sais, je suis pas parfait malheureusement, et j'avais regardé l'avant-dernier Spider-Man. C'était Spider-Man from Far Home, quelque chose comme ça. Far From Home, voilà. Où on voit le rôle des holographes. Quand on sait que Hollywood, Marvel est connecté à ce qu'on peut appeler le complexe militaro-médiatique, il y a des choses à creuser. Donc là, mais comme j'ai beaucoup trop de choses à faire, j'ai mis ça de côté dans le crâne et je vous le dis là. Alors il y en a qui vont dire que je suis un affreux complotiste, conspirationniste, patati patata. Bon, mais c'est bizarre que les holographes, les drones, c'est assez intéressant d'ailleurs le film c'est assez une daube, il faut le reconnaître. Mais quand on gratte un petit peu en dehors, on voit que des drones qui permettent de créer un faisceau de réalité virtuelle et on croit voir une catastrophe, je continue à m'interroger dessus. Mais bon. Ça ouvre des perspectives très intéressantes. Par exemple, notamment le travail qu'ils font en ce moment là, notamment la Zuckerberg avec le métavers. Oui, aussi. Alors la réalité virtuelle, il y a aussi un autre film de Spielberg qui est One Reality Player, qui montre la réalité virtuelle. Là encore, c'est totalement délirant.
virtuel et parallèle. Parallèle, exactement. Alors, le monde, on dirait plutôt en stratégie, ça serait plutôt le monde du cyberespace. Parce que le monde virtuel, c'est pas vraiment un monde parallèle. Le monde parallèle, c'est quand on peut se rencontrer. Par exemple, je vous rencontre sous forme de femme. Voilà. Tout simplement. Mais qui me dit que vous n'êtes pas une femme? Parce que tout le monde sait, d'après nos wokistes, bien préférés, une femme, c'est un homme sans pénis, bien entendu. Et qu'est-ce qu'une femme? C'est aussi, et qu'est-ce qu'un homme? C'est une femme avec pénis, comme tout le monde le sait, bien entendu. Bon. Donc là, le métavers, le monde virtuel, c'est plutôt un monde fait avec la technologie, c'est le cyberespace. Eh bien, je vous remercie.